sont devenus incontournables pour collecter du renseignement, éclairer un itinéraire ou frapper l'ennemi. Les drones jouent désormais un rôle majeur sur le théâtre des opérations. Aujourd'hui, on estime que plus de 100 pays possèdent des drones militaires. La France en fait évidemment partie. Le drone aujourd'hui, c'est un game changer pour les opérations. C'est-à-dire c'est la capacité pour le soldat de s'affranchir de ses obstacles face à lui. À l'heure actuelle, toutes les opérations menées dans la bande sahélo-saharienne se font avec un drone. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que dans ces systèmes de drones, on automatise, mais l'homme reste au centre. Au fil du temps, le rôle de ces machines qui ne sont pas autonomes mais dirigées à distance a évolué et leur mission aussi. Dotés des dernières technologies, les drones fascinent et parfois inquiètent. Alors, à quoi servent-ils réellement? Comment les armées françaises les utilisent-elles et dans quel domaine? Dans ce numéro inédit, le Journal de la Défense vous emmène à la découverte d'un monde sous haute surveillance, un monde en perpétuel mouvement. D'accord, donc le but de l'exercice pour toi, ça va être de voir la différence entre ce qui se passe dans ta tablette et la perception que tu en aurais en réalité. Chaumont, en Haute-Marne. Dans l'enceinte du 61e régiment d'artillerie, la maréchale des logis marines reste sur ses gardes. Instructrice au centre de formation drone, elle ne quitte pas son stagiaire des yeux, ni le nanodrone qui l'apprend à télépiloter, le Black Hornet. Ils ont effectué un vol de prise en main. Après, ils ont fait un exercice pour apprendre à manier un peu les doubles commandes autour des bâtiments. Plus les jours vont passer, plus les exercices vont augmenter en difficulté. Il faut dire que la prise en main du Black Hornet est loin d'être évidente. Ce minuscule hélicoptère de poche américain, utilisé pour recueillir du renseignement de courte portée, mesure 16 cm de longueur pour seulement 33 grammes. Ok, impeccable. Tu peux remonter. Fais gaffe aux arbres. Et tu peux aller te placer devant les pancartes. En opération, ce nanodrone est principalement utilisé pour des missions de reconnaissance, aussi bien par les forces spéciales que par les forces conventionnelles. La reconnaissance, c'est aussi la spécialité du micro-drone français NX70. Développé par la PME aixoise Novadem, cet appareil pèse 1 kg et dispose d'une autonomie de 40 minutes. Il peut donc travailler à plus longue distance que le Black Hornet. Rappelle-moi, le GPS qui est en dessous, ça sert à quoi? Ça décrit quoi? Le GPS de la tablette. Qui est lié à quelle fonction automatique du système? Retour pilote. Très bien. Ces appareils rapides à mettre en œuvre jouent le rôle d'éclaireur et renforcent considérablement les moyens d'observation du combattant à l'échelle tactique. Plutôt que d'aller voir un engin explosif improvisé directement sur position, donc d'engager des moyens humains, on va préférer envoyer éventuellement un drone. Donc niveau sécurité, effectivement, c'est quand même très bien. Et ça nous permet, je vais utiliser l'expression d'œil déporté, plutôt que d'escalader une colline pour aller voir ce qui se passe derrière, eh bien on va envoyer cette machine pour nous. Ce sera un gain de temps et un gain d'énergie pour nos forces. Avec le temps de vol restant. L'ensemble des forces de l'armée de terre vient dans ce centre de Chaumont pour se former aux nano- et micro-drones. Fantassins, sapeurs, artilleurs, si à l'origine ils ne sont pas spécialisés dans le pilotage de drones, ils viennent chercher ici une nouvelle compétence. L'enseignement est regroupé sur 5 jours et impose une grande concentration, car tous ne sont pas certains de repartir avec la précieuse qualification. Il faut effectivement des gens, premièrement, réactifs et des gens aptes à restituer des savoir-faire rapidement. Quelque chose qui est enseigné le matin est souvent restitué dès l'après-midi. Donc il faut des gens qui soient vraiment motivés et intéressés par cette casquette. Durant cette formation, les stagiaires sont confrontés à un maximum de situations. Ils apprennent les caractéristiques techniques et les limites de chaque appareil afin d'être autonomes une fois déployés sur le théâtre d'opération. Vous voyez que le champ va être vraiment réduit. Une situation qui n'a rien de théorique. Dans quelques semaines, tous seront projetés dans la bande sahélo-saharienne. Le nouveau segment nano-micro-drone a été vraiment tiré par les opérations. C'est de l'urgence opérationnelle. Il s'agit de permettre aux soldats de disposer les moyens de déceler l'ennemi dans un environnement qui est toujours difficile, notamment la nuit. Ces drones sont le meilleur niveau actuellement mondial, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois caméra thermique, caméra visible et une liaison sol sécurisée.
Le brouillard du VAB, ça aura un effet. En 2019, le centre de Chaumont a réalisé 122 stages pour des formations couvrant tous les drones de l'armée de terre. Cette année, le nombre de formations devrait encore progresser. Cet engouement pour les drones n'est pas une nouveauté. En France, les armées ont pris en compte ce besoin assez tôt. On peut dire qu'il y a eu des expérimentations dès 1917 en France, mais parallèlement aussi aux États-Unis. C'était des avions en fait qui étaient reconfigurés et on avait déjà une direction à distance. Et c'est en 1991, pendant la guerre du Golfe, que la France déploie pour la première fois un drone en opération extérieure. Durant l'offensive terrestre, le mini-avion de reconnaissance télépiloté, le MART, effectue 6 missions au profit de la division Daguet. Au fil des ans, la taille, la forme ou encore l'emploi des drones a évolué et les besoins sont toujours plus nombreux. La dotation de nos forces en système de drones est en augmentation constante ces dernières années. Aujourd'hui, le parc actuel est de plusieurs centaines de systèmes de drones, chiffre qui est encore amené à accélérer dans les prochaines années avec des livraisons prévues sur les segments nano, micro, mini et drones tactiques. C'est ce que nous allons constater sur le camp de Mourmelon dans la Marne, auprès de la section technique de l'armée de terre, la STAT. Il n'y a pas d'activité particulière, si ce n'est un Rafale qui passera dans l'après-midi, mais on rebriefera précisément pour sa venue. Depuis plusieurs jours, cette équipe procède à l'évaluation technico-opérationnelle du SMDR, le système de mini-drones de reconnaissance. Flamme retirée, sécurité moteur, ok. Le site offre une zone aérienne suffisamment grande pour exploiter pleinement les capacités de ce nouveau drone de l'armée de terre. Les tests vont porter sur la vérification de l'autonomie du système, la vérification de la portée, bien évidemment. L'industriel nous donne des caractéristiques techniques, mais derrière, il faut quand même les vérifier. Il faut vérifier la capacité à mettre en œuvre le drone dans des conditions qui ne sont pas des conditions industrielles, c'est-à-dire qu'on est équipé. D'une envergure de près de 4 mètres et d'un poids de 15 kg, le SMDR développé par Thales est surtout 2 fois plus performant que son prédécesseur, le DRAC. Un constat dressé par l'adjudant Damon, ce chef de section mini-drone formé sur le DRAC depuis plus de 10 ans, est venu apporter son expérience des opérations à la section technique de l'armée de terre. Avant sur le DRAC, on était limité à 10 km, alors que là on peut aller au-delà des 25, voire même 30 km/h. Ce qu'on a gagné aussi, c'est en autonomie. Maintenant, on atteint facilement les 2h30, les 3h même, alors qu'à la fin du DRAC, on peinait à arriver à 45 minutes. Grâce à sa liaison de données, le SMDR va pouvoir transmettre en temps réel, de façon fiable et sécurisée, des flux vidéo haute définition, efficaces de jour comme de nuit. La précision de la localisation des données, un paramètre capital que l'équipe contrôle avec minutie. Les utilisateurs sont les utilisateurs des batteries d'artillerie. Donc pour pouvoir tirer sur une cible, il faut que les coordonnées soient précises. Pour faire du renseignement, il faut connaître la validité de la position aussi. Donc c'est primordial de vérifier que les informations de coordonnées soient exactes. Pendant plusieurs semaines, les opérateurs vont étudier différents scénarios afin de s'assurer du bon fonctionnement du système avant son arrivée dans les régiments. À tous, je vous demande d'avoir une attention sur la zone de récupération. Nous allons donc débrancher pour observer le comportement du drone, donc MEF. Tu gardes les yeux en permanence dessus. À chaque test, le système est poussé dans ses retranchements. La vigilance est donc de mise. C'est parti. Le drone, pour se poser, c'est un aéronef. Et comme c'est un aéronef, il a besoin de faire un circuit d'atterrissage. Et l'idée était de simuler un problème de liaison de données juste avant cette phase d'atterrissage. C'est bien comporté, le résultat est... Très bien. Conforme à la documentation technique utilisateur, donc c'est pas de surprise. Très bien. La Direction générale de l'armement a déjà livré 3 systèmes de mini-drones de reconnaissance à l'armée de terre. 10 autres le seront avant la fin de l'année, et ce, conformément à la loi de programmation militaire 2019-2025.
Ce drone est devenu quasi indispensable sur les théâtres d'opération, notamment au Sahel, où plus aucune opération d'ampleur ne se réalise sans lui. Le Reaper est un drone mâle, moyenne altitude, longue endurance. C'est un véritable avion avec des dimensions impressionnantes, 20 mètres d'envergure pour 5 mètres de long et une masse maximale de 5 tonnes. Il suffit d'ouvrir aujourd'hui la presse pour voir les différents succès que les armées françaises ont réussi à atteindre ces derniers mois en Afrique pour comprendre que notamment le drone Reaper les accompagnait à chaque fois. On retrouve ces drones à Cognac en Charente. Sur cette base aérienne, un peu plus de 200 militaires constituent la 33e escadre de surveillance, de reconnaissance et d'attaque. Une trentaine d'entre eux sont déployés en permanence au Niger, dans le cadre des opérations menées dans la bande sahélo-saharienne. Le Reaper est utilisé depuis 2014 par l'armée de l'air et de l'espace. Les atouts de ce drone américain ne manquent pas. Il est très endurant et peut donc rester très longtemps dans le ciel. Il peut aussi surveiller de larges zones sans mettre en danger l'équipage. Il permet d'effectuer des vols de jusqu'à 24 heures de vol à des distances pouvant dépasser les 1000 nautiques, donc 1850 km. Et donc c'est ce qui permet de rester longtemps en l'air pour obtenir le maximum de renseignements sur l'ennemi. Spécificité française, l'équipage est constitué de 4 personnes. Un pilote, un opérateur capteur, un coordinateur tactique et un opérateur image. Autre spécificité, ces 4 personnes sont toujours déployées sur le terrain, au plus près des opérations, pour rester connectées avec la réalité de la situation. Le fait d'être projeté sur place vous permet d'être psychologiquement et concrètement vraiment disponible pour la mission. C'est-à-dire que vous n'avez, pendant tant que vous êtes projeté sur les théâtres, vous êtes sur une base aérienne projetée dans un cadre quand même particulier, sur un théâtre qui, pas un théâtre de guerre, mais commence à y ressembler fortement, et vous êtes disponible pour votre mission et sans avoir les aléas du quotidien qui pourraient venir vous perturber. Quand ils ne sont pas déployés, les équipages multiplient les entraînements sur la base de Cognac. Et quand une mission touche à sa fin, un autre équipage débute son briefing. Parmi eux, la sergent Sophie, opérateur image, prépare une séance de simulateur. You can see the different priorities, so P1 in red. Dans le cockpit renseignement, son rôle consiste à analyser les images radar et les vidéos tournées par le drone. Et après, on a vu, je sais pas si t'as noté, on a vu une tente avec un pack et du bétail. Comme le reste de l'équipage, elle suit la mission en temps réel, à la recherche de la moindre information. Donc suivre des motos, des véhicules ou des personnes, ça arrive assez fréquemment et c'est là où il faut noter tout ce qu'ils font, tous les différents arrêts. En 2017, la ministre des Armées Florence Parly a décidé d'armer dans les 2 ans les drones Reaper déployés au Sahel. Objectif, lutter contre les groupes armés terroristes. Promesse tenue, en décembre 2019, la France a procédé à ses premiers tirs de drones armés dans le cadre de l'opération Barkhane. Depuis, l'armée de l'air et de l'espace a réalisé plus d'une 50aine de tirs opérationnels avec le Reaper. Il peut, bien entendu, en respectant le cadre légal strict, on peut mettre en œuvre en toute autonomie de l'armement et donc offrir une solution possible aux décideurs d'intervenir rapidement sur, par exemple, une cible à haute valeur, ou alors il peut permettre de désengager des forces amies qui seraient prises sous le feu au sol. Raccourcir le délai entre l'identification de la cible, la prise de décision et une éventuelle neutralisation représente un avantage considérable dans l'immensité de la bande sahélo-saharienne, où l'opération Barkhane s'étend sur un territoire aussi vaste que l'Europe. Toutefois, l'usage d'un drone armé ne change rien aux règles d'usage de la force, ni au respect du droit des conflits armés. Les opérateurs de drones respectent les mêmes procédures que leurs collègues pilotes de chasse et utilisent le même armement. La montée en puissance des drones au sein de l'armée française a permis de bâtir de nouvelles coopérations européennes. On fait bénéficier déjà des capacités de l'armée de l'air à d'autres nations, comme par exemple l'armée de l'air espagnole, qui vient maintenant régulièrement entretenir ses qualifications sur les systèmes à Cognac avant de pouvoir utiliser les leurs de façon vraiment intense. La France dispose actuellement de 3 systèmes Reaper. Un système correspond à 2 cockpits de pilotage, 3 drones et un ensemble antennaire. Le 4e système sera livré d'ici fin 2020. Au total, la France disposera
de 12 drones Reaper. L'utilisation des drones a évolué en même temps que les technologies. Cette boucle d'opérations et de décision et d'aide à la décision, elle s'est raccourcie de plus en plus. Et avec l'essor d'Internet aussi, on avait besoin d'être dans ce temps de plus en plus court et de décider rapidement. C'est moins connu, mais la Marine nationale utilise aussi des drones sur certains navires. Comme ici, lors d'une opération de lutte contre la pollution en mer, après la collision de 2 bateaux de commerce. Ces images, prises par un mini-drone, ont permis de localiser les nappes de polluants et de les pomper dans les plus brefs délais. Si les marins attendent l'arrivée prochaine de mini-drones de 15 à 20 kg, un autre dispositif fait déjà parler de lui, le SDAM, le système de drone aérien pour la marine. Mais dans cette gamme-là, ils font pas. Ce programme ambitieux est au cœur des discussions entre l'ingénieur en chef de l'armement Cyril et le capitaine de frégate Jean-Michel. Les livrables sur le sujet. Oui. Donc les différents éléments qui vont être importants de regarder ensemble, ça va être l'intégration des 2 charges utiles, oui, avec les 2 options possibles. L'objectif de ce projet consiste à développer un drone tactique pour étendre les capacités de surveillance et de détection du navire porteur. Le SDAM, conçu sur la base d'un hélicoptère, sera doté de 10 heures d'autonomie et pourra opérer jusqu'à 185 km du bâtiment. Ce programme se trouve dans sa phase de préparation, c'est-à-dire que c'est une phase pendant laquelle nous allons définir les caractéristiques et les performances du futur système. Et donc pour ce faire, la DGA, la Direction Générale de l'Armement, a placé un contrat en 2017 à Airbus Hélicoptères et Naval Group, dont le but est d'identifier et de développer les technologies clés qui seront nécessaires pour répondre aux besoins de la marine. Donc, dans ce cadre-là, nous avons contractualisé la réalisation d'un démonstrateur et qui réalisera une campagne d'essai en mer en 2021 sur une frame de la marine. Une étape cruciale, car c'est à ce moment-là que sera validée la capacité d'appontage en automatique de ce drone, qui pèsera entre 700 et 800 kg. Toute cette préparation de la campagne de 2021 va être basée sur une logique de validation progressive où on va faire d'abord atterrir le SDAM, le prototype, à terre, puis sur une plateforme mobile, puis sur un pont qui va simuler les mouvements d'une frégate avant d'aller se poser en mer sur une vraie frame. C'est un travail très collaboratif, on travaille en équipe intégrée, c'est-à-dire qu'on mêle l'expertise technique de la DGA avec l'expérience opérationnelle des forces. Le SDAM sera utilisé en complément des hélicoptères de la marine, sur les frégates de premier rang, mais également sur les porte-hélicoptères amphibies, puis plus tard sur les patrouilleurs océaniques. C'est un défi technologique majeur, donc c'est stimulant personnellement, individuellement, et c'est également un défi opérationnel qui est primordial pour conférer à nos forces une capacité opérationnelle qu'ils puissent utiliser tous les jours, y compris lorsque la mer n'est pas belle. Donc les contraintes d'environnement sont bien des défis à part entière. L'appontage en fait partie. On a également la compatibilité électromagnétique, puisqu'un bâtiment de combat concentre en son sein nombreux émetteurs très variés et de puissances très différentes. Et il faudra que le drone puisse s'intégrer de manière naturelle dans l'activité du bâtiment. Un défi de taille qui va connaître un coup d'accélérateur. Dans le cadre du plan de relance aéronautique de juin 2020, un deuxième système de démonstration sera produit. Il permettra à la marine d'approfondir ses expérimentations. La Marine nationale ne mise pas que sur les drones aériens. Elle suit avec beaucoup d'attention le projet MMCM, développé dans le cadre du système de lutte anti-mine du futur, le SLAMF. Ce système prépare le renouvellement de la capacité de guerre des mines avec l'emploi de drones sous-marins et de surface. Lancé en 2010 dans le cadre du traité de Lancaster House entre la France et le Royaume-Uni et placé sous l'égide de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, le projet MMCM de développement des prototypes de drones a été attribué en 2015 à un consortium franco-britannique emmené par Thales. Ce programme consiste à développer la guerre des mines du futur sur la base de drones et d'engins complètement autonomes. Donc, on va trouver un drone de surface, par exemple, qui va être contrôlé à partir d'un centre de commandement qu'on peut voir juste ici, ou un drone sous-marin. Ce drone de surface permet également de déployer soit un sonar tracté pour faire ce qu'on appelle de la détection, classification, localisation des objets posés sur le fond et potentiellement des mines, et ensuite
de débarquer ce sonar tracté pour mettre un véhicule filoguidé qui permet d'aller identifier si effectivement c'est une mine ou pas et éventuellement de la neutraliser. Donc ce programme a démarré en mars 2015 avec des partenaires qui s'appellent Saab, donc c'est une société suédoise pour le véhicule filoguidé, ECA, la société de Toulon, spécialiste en robotique pour les drones sous-marins, et ASV L3 Harris, qui est la société qui produit les drones de surface. À nouveau, l'objectif est bien d'éloigner l'homme de la zone de danger, grâce notamment à la capacité augmentée du dispositif. Ce drone sous-marin pourra par exemple aller jusqu'à 300 mètres de fond. La programmation, la planification et le suivi des missions s'effectuera à partir d'un poste de commandement comme celui-ci, situé jusqu'à 20-25 km de distance. Est-ce qu'on trouve des objets mines possibles sur la zone? Ce centre correspond à la fois à la passerelle d'un bâtiment et à son centre opérationnel. Ces 3 opérateurs peuvent par exemple aujourd'hui faire une mission avec le drone de surface, donc c'est l'opérateur qui se trouve à ma gauche. Il peut également y avoir un autre opérateur qui va gérer les drones sous-marins. Et enfin un dernier opérateur qui est ici, qui lui va traiter les données du sonar. Dans ce container hautement sécurisé, capable de traiter des données secret défense, les opérateurs vont pouvoir s'appuyer sur l'intelligence artificielle. On a une base de données et la base de données utilise des opérations d'intelligence artificielle pour dire à l'opérateur cet objet est très probablement de type mine X ou Y. Et ça l'aide énormément. Ce PC et tous les systèmes, y compris le drone de surface de 12 mètres, ont été conçus pour embarquer dans un A400M afin d'être déployés en 48 heures sur un théâtre d'opération. Un gain de temps considérable quand on sait qu'il faut une quinzaine de jours aujourd'hui à un chasseur de mines tripartite pour réaliser cette opération. Ce sont ces bâtiments que le programme SLAMF va remplacer. Dans la guerre des mines, ce que va faire le SLAMF, c'est notamment pour les fonctions militaires, c'est surveiller en permanence les accès de Brest, de Toulon, pour s'assurer que tous les bâtiments militaires, et notamment la dissuasion, puissent continuer à agir. C'est s'assurer également en métropole, pour nos ports métropolitains, que tous les approvisionnements de commerce qui arrivent au Havre, à Marseille, et je pourrais citer tous les autres ports, continuent. Et c'est aussi plus loin de nos côtes, mais aussi des intérêts stratégiques pour nous, c'est s'assurer que la libre navigation, le trafic commercial puisse continuer à passer, que ce soit sur des endroits aussi stratégiques que Bab el-Mandeb, Hormuz ou encore plus loin Malacca, Suez. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, la mine navale est toujours un problème d'actualité. Tous les ans, ce sont entre 30 et 40 tonnes de munitions qui sont détruites le long des côtes françaises. Et on estime qu'1 million de mines seraient détenues dans les stocks d'armement mondiaux. S'adapter à cette menace est donc nécessaire, même si cela doit occasionner une transformation profonde. Il faut changer notre manière de former le personnel, il faut changer nos modèles de ressources humaines, il faut changer nos doctrines, nos manières d'opérer, parce que c'est pas toujours forcément intuitif pour des gens qui ne sont pas acculturés à ce niveau-là, mais en passant d'un système comme le chasseur de mines, où en fait vous regardez devant vous, à un système avec les drones où vous regardez sur les côtés et en étant proche du fond, eh ben, je ne dirais pas que tout s'effondre, mais en tout cas une bonne partie de nos acquis théoriques sont à revoir. Une nouvelle histoire à écrire donc, où le marin restera un personnage central. Dans le cadre du programme SLAMF, 4 systèmes de drones anti-mines seront livrés d'ici la fin de la loi de programmation militaire 2019-2025. Comme dans le monde civil, l'utilisation des drones est appelée à se démocratiser au sein des armées. Certains drones commerciaux sont utilisés par les forces, par la gendarmerie de l'air à Orléans par exemple. Ok, tu peux jeter drone. Ok, je vais monter, hop, je suis à 30 mètres. Donc, tu vois, là, on voit la présence au niveau du grillage de personnel. Facile à manier, ce drone français fabriqué par la société Parrot contribue à la protection des emprises militaires. Ça nous permet vraiment d'accélérer et d'augmenter notre rayon d'action au niveau de la surveillance des bases aériennes. Ensuite, ça nous permet aussi donc, de récupérer
des vidéos, des images et de pouvoir les transmettre immédiatement à notre hiérarchie, par exemple, en cas de crash aérien. À moyen terme, toutes les bases aériennes seront équipées de ces petits aéronefs. De plus en plus sophistiqués, les drones ont vu leur usage exploser. Pour le compte du ministère des Armées, la Direction générale de l'armement effectue une veille permanente pour se tenir informé des nouveaux modèles qui arrivent sur le marché. Disposer des compétences clés sur ce secteur est un gage de souveraineté. Et l'innovation est une nécessité pour éviter tout déclassement. Il est donc primordial de surveiller ces innovations, de les soutenir pour que nos forces puissent en bénéficier. Car demain se prépare aujourd'hui. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est pouvoir donner aux drones des capacités nouvelles, notamment capacité d'appui électronique. Aller repérer l'ennemi, non pas simplement parce qu'on le voit, mais parce qu'il émet des ondes. Et ces ondes émises par l'ennemi sont de nature à le localiser. Donc il faut aller chercher ce genre de renseignements. Évidemment, nous voulons aussi utiliser les drones comme relais radio, dans des grands espaces comme la bande sahélo-saharienne, mais aussi un espace coupé comme les zones urbaines où la communication passe mal. De son côté, l'armée de l'air et de l'espace, qui opère déjà sur l'ensemble des catégories de drones, poursuit ses essais consistant à faire inspecter des aéronefs par des drones. Elle travaille aussi sur des engins capables de porter différentes charges et sur bien d'autres projets en lien avec l'actualité de ces derniers mois. On voit bien avec cette crise du Covid, aujourd'hui, qu'il y a d'énormes besoins, notamment pour les drones, d'avoir des objets qui puissent nous permettre de faire de la détection de zones contaminées, même par le virus sur des grandes surfaces, et d'intervention, notamment de désinfection, pour préparer le retour de l'installation à un usage normal ou le retour du personnel. Nous avons aussi des projets de beaucoup plus long terme, qui sont ce qu'on appelle les drones HAL, donc haute altitude longue endurance, qui sont en fait l'étape intermédiaire avant le satellite. Donc ce sont des objets qui restent très très haut pendant des semaines, voire des mois en l'air. Enfin, l'armée de terre sera à l'avenir dotée de drones tactiques patrouilleurs. Le travail sur les drones qui accompagneront le SCAF, le système de combat aérien du futur, est lancé et les discussions sont en cours autour du drone européen entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les industriels. Autant d'exemples qui démontrent que l'ère des drones est durablement engagée.